Alors, eh bien, écoutez, on va présenter ces 6 personnes. On peut peut-être commencer par Julie. Oui, donc tout d'abord bonjour et merci pour ton invitation, Jacques, pardon. Donc je suis Julie Gervraud, présidente et cofondatrice de Micronutrice. Donc moi, pourquoi je suis là? Professionnellement, je pense avoir osé 2 fois dans ma vie. Donc la première fois, ça a été en 2007 où suite à un master entrepreneuriat que j'ai fait à TBS, donc à l'époque ça s'appelait l'ESC Toulouse. Et en sortant, on a monté une première boîte avec mon associé Cédric Auriol. Nous commercialisions des tenues et accessoires pour les remises de diplômes, plus précisément des toges et des chapeaux à l'américaine. Voilà, notre premier client, pour la petite anecdote, a été naturellement TBS. Et voilà, on a développé cette activité pendant 8 ans en France et on l'a développée en Europe. Et voilà, mon deuxième challenge où j'ai vraiment osé, c'est en 2011, où donc on a voulu développer une activité avec plus de sens et plus de potentiel de croissance, d'où la naissance de Micronutrice. Voilà, c'est suite à un rapport de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui préconisait la consommation d'insectes pour répondre aux enjeux alimentaires et écologiques de notre ère. On a monté cette boîte. Donc, on élève des vers de farine et des grillons parce qu'il y a un fort intérêt nutritionnel. C'est très riche en protéines, en vitamines, en calcium, etc. Mais aussi un intérêt environnemental car c'est moins consommateur d'eau, ça dégage moins de CO2, on peut faire des élevages verticaux, etc. Voilà, on a été la première ferme d'élevage en Europe à élever des insectes spécifiquement pour l'alimentation humaine. Et aujourd'hui, on conçoit et commercialise des produits alimentaires à base d'insectes. On a 2 gammes de produits alimentaires. La première est dite ludique et nutritive. Alors, on propose des insectes aromatisés pour l'apéritif. On a des arômes comme du barbecue, du thym, du curry, qui sont des saveurs très connues, très consommées en Occident, disons. Et on a aussi des insectes nature, des chocolats, des biscuits apéritifs. Et on a une deuxième gamme de produits, plus axés produits nutritionnels, qui est composée de barres énergétiques pour les sportifs, des pâtes. Et on imagine développer des shakers et des produits enrichis en protéines. Voilà, pour vous donner une idée de la structure, on est à peu près, enfin, on est 25 sur 2 structures juridiques différentes, l'une dédiée à l'élevage et l'autre dans le marketing au sens large. Voilà, c'était osé car en Occident, la consommation d'insectes n'est pas quelque chose de culturel. Voilà, on a plus une culture de la gastronomie. On a une culture de la gastronomie qui est très forte, mais il faut savoir que plus de 2 milliards de personnes à travers le monde, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique centrale, consomment déjà des insectes. Voilà, mais les personnes qui ont un peu voyagé nous racontent souvent leurs souvenirs et anecdotes d'avoir consommé dans la rue des scorpions, des sauterelles, des vers à soie en Thaïlande, au Mexique, en Chine, en Afrique, à la Réunion des larves de guêpes, etc. Merci, voilà, pour l'avoir fait, parce que travaillant pas mal en Asie, et puis pour avoir goûté les produits de Micronutri, je vous garantis que c'est très bon. Je ne peux pas faire de pub, mais à l'apéro, c'est assez sympa. Et puis là, vous avez un effet garanti, vous attirez l'attention de tous vos convives quand vous mettez ça au milieu des verres à apéro. Tu disais, Julie, qu'effectivement, c'était une habitude en Asie. Alors, ben, on va y aller en Asie avec Martine. Bonjour à tous. Oui, quand on préparait le workshop, en fait, Julie disait, bah, ici, en fait, les gens qui consomment des insectes sont vus comme des extraterrestres. Bah, nous, la famille est extraterrestre parce qu'on adore manger des insectes à l'apéritif. On a remplacé définitivement les cacahuètes par les insectes. Les insectes, on les retrouve en fait dans la rue, un peu partout à Bangkok, où on est logé, où on est located, ouais, je parle à moitié anglais, désolée. Donc, Everise Consulting est une société de consulting, coaching, consulting et team building avec 2 localisations, une à Bangkok et une à Singapour. Donc, pourquoi oser pourquoi ma présence ici oser en fait, en préparant justement ces moments-là, je me suis aperçue que oser, c'était le fil rouge de ma carrière, mais je n'en étais pas aperçue avant. Parce que pour moi, je n'osais pas, je suivais juste un espèce de mouvement intérieur qui me pousse à chercher du sens et puis à me mettre régulièrement en situation d'inconfort, sortir de ma zone de confort
en zone de déséquilibre. Donc, en fait, en sortant de TBS, je n'ai pas dit Subdeco, hein, en sortant de TBS, en fait, assez classiquement, en fait, j'ai commencé à travailler dans le conseil. Et puis, en fait, j'ai été en manque de sens, en fait. J'avais vraiment besoin de contribuer, d'être utile. Et pour moi, mon projet, c'était vraiment contribuer à la santé mondiale. Donc, c'était pas évident de trouver en fait un poste en marketing, hein, sachant que mon ex-poste n'était pas celui de chef de produit, qu'on fait classiquement, encore moins dans le médical, et j'avais vraiment envie d'avoir un poste dans le médical. Persévérant, en fait, j'ai trouvé un poste de directrice marketing international dans le médical, sur la cardiologie. Un poste dans lequel j'ai adoré travailler. Mais au bout d'un moment, en fait, à nouveau, en fait, une recherche de sens, de dire, mais j'ai peut-être plus besoin de travailler sur l'individu, le fait que l'individu se trouve, s'épanouisse avec lui-même et avec les autres. Et j'ai commencé il y a 17 ans une formation de coaching. À l'époque, le coaching, c'était pas trop en vogue. J'ai été certifiée, j'en ai fait mon métier et j'ai monté une structure en France, donc il y a une grosse quinzaine d'années. Et puis, voilà, au bout d'un moment, la structure fonctionnait bien, peut-être un peu trop bien, elle commençait à ronronner. Et il y a 4 ans et demi, en fait, les étoiles se sont alignées, on peut dire ça comme ça. Et avec mon mari, on a décidé d'embarquer toute la famille, on a 4 enfants, pour réaliser un de nos rêves. Voilà, notre rêve, c'était un rêve qu'on poursuivait depuis la sortie de TBS, de dire un jour, on s'est retrouvé à Bangkok, on s'est dit un jour, on reviendra travailler à Bangkok. En une nuit, en fait, on a pris la décision de tout lâcher, notre job respectif. On a vendu la maison, on a pris nos 4 enfants sous le bras et on s'est retrouvé à Bangkok. Bangkok, dans un pays avec une culture tellement différente que parfois on ne se comprend pas. Une langue très différente aussi, hein, sachant que les Thaïlandais parlent plus ou moins bien anglais, mais plutôt moins bien que plus. Et puis avec une loi qui n'est pas très évidente hein, pour monter une structure qui nous appartienne. Hein, normalement, en fait, une structure à Bangkok, c'est 51% aux Asiatiques, enfin aux Thaïlandais, et il faut 4 Thaïlandais pour un étranger. Donc voilà, on se retrouve avec plein de challenges à relever, des challenges auxquels on s'attendait, puis plein de challenges auxquels on ne s'attendait pas. Voilà, ça fait un peu plus de 4 ans maintenant qu'on est installé à Bangkok puis à Singapour, hein, avec plein d'autres challenges qui nous attendent, notamment dus à la crise du Covid, en fait, que nous traversons tous en ce moment. Merci. Merci beaucoup. Et quand on a préparé, on avait Maxime avec nous, qui va prendre la parole maintenant. Au fur et à mesure où ces adultes, entre guillemets, se présentaient, il avait des yeux effarés en se disant, mais ils sont barges. Donc, Maxime, lui, est sur le début de la voie. Ne croyez pas que on cherche à faire de la promo pour TBS. Hein. Je trouve qu'on a des contacts et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Mais ce n'est pas du tout le but, c'est de repérer des personnalités qui sont des personnalités qui peuvent nous inspirer sur ce thème osé. Alors Maxime, lui, a un profil un peu différent, même s'il rêve de consommer le produit de la première entreprise de Julie, il va vous dire pourquoi. Bonsoir à tous. Du coup, moi, je m'appelle Maxime Hayet. Je suis étudiant en ce moment à Toulouse Business School et j'appartiens à la junior entreprise de Toulouse Business School, donc Escadrille Toulouse Junior Conseil. Donc, c'est un cabinet de conseil étudiant qui propose des prestations de services aux professionnels, donc des professionnels qui peuvent être des commerçants comme des grands comptes. Et du coup, nous aussi, dans notre culture un peu d'étudiants et dans la culture de la junior entreprise, on a un peu cette dimension d'oser qui est un peu toujours présente. On ose de différentes façons. Il y a peu de temps, on a par exemple lancé une initiative auprès des commerçants de la région toulousaine pour les accompagner du coup,
dans la période de confinement et de fermeture pour la digitalisation de leur activité notamment. On essaye de mettre un peu la spontanéité, l'envie des étudiants au service des professionnels et essayer de les aider un maximum dans leurs projets. Et comme Martine en a parlé précédemment, nous aussi, on a cette volonté de donner un peu du sens à ce qu'on fait, de faire plus que juste étudier nos cours et travailler nos cours. On a envie de mettre ça au service des gens. Et c'est aussi pour ça qu'on a développé, on est en train de développer un accompagnement, on va dire, RSE à notre structure. Donc, on est en train de passer une norme notamment ISO 26000 qui est justement autour de ce fonctionnement RSE, autour de l'accompagnement, de donner du sens, que ce soit au niveau économique, social ou même environnemental. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je suis présent ce soir et pour vous donner quelques détails en plus sur la junior entreprise Escadrille. On est aujourd'hui la première junior entreprise commerciale d'Europe. Donc, on est une structure qui a plus de 42 ans et voilà, et on accompagne depuis ces 42 ans tout type de professionnels, on va dire. Voilà, j'ai un papa je suis dans une lignée de commerçants. J'ai un papa qui a 85 ans, qui est commerçant. Et quand j'ai vu le projet de cette junior entreprise, je me suis dit, bah, toi, garçon, le jour où tu vas aller expliquer à mon papa qu'il faut qu'il fasse du click and collect dans ses magasins, ça m'intéresse de voir comment ça va se passer. Donc, on a invité Maxime ce soir. Et puis, on continue avec Frédéric. Alors, lui, c'est un peu différent. C'est un métier dont on a beaucoup entendu parler, dont on entend beaucoup parler. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure qu'il a remercié Jean-François d'avoir pris l'avion pour rentrer de Paris et de son bureau de la Défense. Frédéric. Alors, bonsoir à tous. Donc Frédéric, je suis secrétaire général d'ATR, donc qui est le leader mondial de l'aviation régionale, avec deux produits qui sont l'ATR 42 50 places et l'ATR 72 jusqu'à 78 places. Donc un secteur assez chahuté en ce moment. Par rapport au thème de la soirée, j'aurais pu vous parler d'une expérience individuelle que j'ai vécue dans les années 90, à la fin des années 90. Je suis parti travailler aux États-Unis pour une start-up dans le domaine du spatial et des médias, qui faisait donc de la radiodiffusion numérique par satellite. Une entreprise qui a levé 2 milliards donc, pour lancer ce projet. Mais j'ai préféré vous parler de mon entreprise actuelle et surtout d'une conception plus collective de la thématique de cette soirée qui est donc osée. Aujourd'hui, donc, je vous l'ai dit, ATR, le leader mondial de l'aviation régionale. On a à peu près 1700 avions dans le monde en opération avec 200 opérateurs. Et je vais revenir sur une période difficile qui était la période des années, fin des années 90, début des années 2000, avec donc une très forte baisse de l'activité à l'époque sur le turbopropulseur et des ventes. Avec un point, je vais dire un point culminant, c'est plutôt le contraire, un point bas, en 2004 où on a livré 2 avions et on a fabriqué 2 avions avec 9 avions livrés. Comment en est-on arrivé là, à cette époque-là? Eh bien, ça a été l'époque où les jets régionaux, les avions à réaction donc régionaux ont été lancés. Donc l'attrait de la nouveauté pour des avions à réaction qui ressemblaient à leurs grands frères de plus de 100 places. Et surtout le fait qu'à l'époque, le prix du carburant était très bas. Jusqu'aux années 2005, il est resté bien en deçà des 50 $. Il était même sous 30 $ pendant une bonne partie de la période. Donc pour des avions, les avions turbopropulseurs qui consomment 40% de moins de carburant par rapport à leurs concurrents à réaction, on était dans une situation où notre avantage concurrentiel était très largement entamé, voire annulé.
Et vous allez me demander, mais quel est le rapport avec l'audace là? Vous me parlez de carburant, vous me parlez d'avion. Eh bien, quand le turbopropulseur a été donc laminé par les jets du point de vue commercial, il était très facile de tout arrêter. C'était même la logique la plus normale. Je dirais que si on avait adopté une logique financière, on aurait arrêté les pertes et on n'aurait pas pris le risque d'en faire de nouvelles. Et beaucoup de constructeurs l'ont prise, puisque parmi les constructeurs qui étaient sur le marché, il y en a 3 qui sont sortis à cette époque-là, Saab, Dornier, Embraer. Heureusement, chez ATR, on a eu des dirigeants et des actionnaires qui ont eu une vision de plus long terme, une vraie vision industrielle. Ils avaient confiance dans le turbopropulseur comme étant le meilleur produit pour répondre aux besoins de l'aviation régionale. Et ce courage a été récompensé, puisqu'à partir des années 2005, avec la hausse du prix du pétrole, qui a culminé en 2012 à $147 le baril, sur cette période-là, on a fait de très belles ventes avec 50 avions pour le début de cette période. On est même monté jusqu'à pas très loin de 90 avions produits. Voilà, un pari qui a rapporté et qui n'était pas évident parce qu'il fallait avoir du courage pour le faire. Et pour faire un parallèle avec la situation actuelle, on a aujourd'hui, vous le savez tous, une crise qui est double en fait sur l'aviation, qui est une crise de court terme avec la crise du Covid et les problèmes les problèmes sanitaires d'une part et aussi les problèmes d'ouverture de frontières qui empêchent de voyager. D'autre part, un défi de long terme qui est la décarbonation de l'aviation et la lutte contre l'effet de serre. Donc pour le premier, il faut qu'on s'adapte pour surmonter le trou d'air de court terme. Donc là aussi, la confiance des actionnaires est très importante et le courage des dirigeants aussi. Et pour le long terme, il faut là aussi que ces dirigeants et ces actionnaires aient le courage d'investir dans les produits. Donc, nos produits sont déjà une réponse à la décarbonation de l'aviation, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, ils consomment 40% de moins que leurs concurrents, ce qui veut dire qu'il y a aussi 40% de moins d'émissions de carbone. Donc n'oubliez pas que quand vous prenez un turboprop plutôt qu'un jet, donc un avion à hélice plutôt qu'un jet, vous contribuez à cette décarbonation. Et d'autre part, on travaille aussi à l'avion du futur, un avion qui sera sûrement basé sur une technologie de propulsion hybride hydrogène. Voilà, là aussi, on travaille avec les actionnaires pour être présents sur ce sujet-là. Donc, le courage peut aussi exister dans l'industrie et oser, ça peut aussi rimer avec l'aéronautique et l'industrie. Merci Frédéric. Voilà, il y a des mots qui commencent à ressortir là, au travers de ce que vous racontez les uns et les autres. Il y a eu ronronner, il y a eu la confiance, il y a eu le courage. Tout ça, ça va inspirer, je suppose, nos 2 preneurs de recul que sont Jean-Christophe Thibault et puis Jean-François, et on va voir tout à l'heure. Jean-Christophe, tu peux nous dire qui tu es à part Aladdin Tu l'as dit, je suis preneur de recul. Voilà. En fait, je suis coach depuis quelques années, formateur, consultant RH. Je me cherche un peu, en fait. Bon, et je crois que preneur de recul me va bien. Il y a quelques années, je suis un peu tombé dans quelque chose qui, justement, est très connecté à l'audace, qui est le domaine des émotions. Et de l'intelligence émotionnelle. Alors, c'est un thème qui est un peu à la mode en ce moment, qu'on voit énormément. Mais malgré tout, je pense que dans cette audace, on le verra tout à l'heure, il y a une partie émotion qui est très importante et je m'attacherai, je pense, à aller titiller toutes ces petites émotions. Merci Jean-Christophe. Et Jean-François, que vous connaissez parce que il est là depuis le début de la saison 2 de ces webinaires. Bonjour à tous.
Alors moi, je ne sais pas pourquoi Jacques s'escrime à m'inviter à ce séminaire d'aujourd'hui. Je n'ai jamais rien osé dans ma vie. Je suis consultant en stratégie, je regarde les autres se lancer et moi, je les regarde. Et je suis maintenant de plus en plus philosophe, disons, et je participe à des travaux de recherche et mes dernières publications tournent autour de la question de l'anticipation, de la prospective. Et en tant que philosophe, j'essaye de mettre en perspective tous les sujets dont on parle. J'essayerai de mettre en perspective celui-là aujourd'hui, voilà, au cours de la discussion. Merci beaucoup. Alors, pour la petite histoire, le monsieur qui dit qu'il n'a jamais rien osé, vous savez, là, il a réfléchi à monter une entreprise il y a quelques années, eu égard à son âge, je ne vais pas dire combien, qui était dans le même créneau que celle de Julie sur les insectes. On a appris ça tout à l'heure, hier quand on a préparé. Donc, on s'apprête à faire une grande guerre pour capter les parts de marché dans les insectes. Ça va faire mal, je vous le dis. Il va y avoir une alliance. Alors, ce que je vous propose pour ceux qui sont arrivés en cours de route, vous avez un sondage. Pensez à le remplir, s'il vous plaît. On le débriefera en fin de webinaire. On va fonctionner avec quelques questions plutôt que d'avoir un plan établi, structuré, comme on les trouve habituellement. On a prévu 4 questions qui vont amener des réactions des uns et des autres. Et la première, c'est en gros, si vous aviez réfléchi, est-ce que vous y seriez allé? Est-ce que c'est raisonnable de réfléchir quand on veut oser? Voilà. Répond qui veut parmi les 4 et réagit qui veut parmi les 2. Moi, je veux bien y aller. Pardon, si vous avez des questions, les personnes qui sont dans l'assistance, posez-les dans le chat, s'il vous plaît. Et comme ça, je les remonterai au fur et à mesure. On les traitera en fin de réunion. Martine. Oui, je veux bien y aller. Je veux bien y aller parce que hier, quand on a préparé le workshop, j'ai dit spontanément, oulala, si j'avais su tous les challenges qui allaient étalonner notre aventure asiatique, je ne sais pas si on y serait allé. Donc, en fait, la question m'intéresse vraiment. Alors, réfléchir, on a quand même un peu réfléchi. Hein. J'ai donné la comparaison à monter en haut d'un plongeoir de 10 mètres et sauter. C'est ça pour moi, oser. Donc, on a réfléchi quand même à aller voir si l'eau était assez profonde, s'il n'y avait pas de rochers qui dépassaient. Ça, c'était vraiment la réflexion de base, est-ce qu'il y avait un marché, etc., etc. Mais une fois qu'on est sur le plongeoir, il ne faut pas attendre trop longtemps, parce que sinon, en fait, on ne saute plus. Hein, on a peur, on a tellement peur, parce que dans oser, il y a 2 choses qui se passent. Il y a la peur, il y a le stress, c'est la peur de l'inconnu, etc. Et puis, il y a l'envie, il y a l'enthousiasme, il y a le rêve, il y a plein de choses. Et en fait, il y a un moment où la passion, l'enthousiasme est plus fort que le stress. Et là, tant qu'on est là-dedans, paf, on y va, on plonge. Si on attend un peu trop, le stress l'emporte, hein, l'inaction devient très est anxiogène. Donc, en fait, on attend trop et on ne saute plus. Donc, en gros, si on avait réfléchi trop longtemps, je pense qu'on n'y serait pas allé. Complètement d'accord avec Martine. Parce que moi, de mon côté, si j'avais un peu plus réfléchi, j'y serais. Je ne sais pas si j'y serais allée parce que j'aime l'aventure malgré tout. Mais effectivement, nous, au début, on ne se doutait pas que ça serait aussi compliqué d'élever des insectes à l'échelle semi-industrielle. Donc, avec mon associé qui est issu, donc on s'est rencontré à TBS, qui est on est issu d'écoles de commerce avec des profils plutôt entrepreneurs. Avec des connaissances assez limitées en biologie, encore moins en biologie de l'insecte. C'est pour ça qu'on a recruté en premier lieu un docteur en biologie de l'insecte ainsi qu'une ingénieure spécialisée en élevage d'animaux. Mais on est parti vraiment d'une page vierge, d'une feuille blanche, avec aucun référentiel comme on peut en avoir en élevage traditionnel de bovins, ovins, porcins et volailles. Il a fallu qu'on étudie très précisément la bonne chaleur, la bonne hygrométrie, les cycles de reproduction. Toute cette période de R&D a été très longue et a demandé beaucoup de ressources temps et beaucoup de ressources financières. Frédéric, Maxime.
Ouais, peut-être de mon côté, ce que je peux voir, c'est que si on fait une analyse de risque très rigoureuse, on va toujours tomber du côté de la prudence. On aura tendance à tomber du côté de la prudence. Et je pense que la vie, c'est pas ça. Il y a une part de risque et il faut l'admettre et l'assumer. Pour moi, ce qui est important, c'est de définir son objectif au départ et d'accepter qu'il y a une part de risque par rapport à cet objectif-là et de s'y tenir. Et je dirais que là, c'est davantage une expérience à titre personnel que je vais évoquer, mais les décisions, notamment les décisions dans ma vie professionnelle, j'ai constaté que euh, les meilleurs étaient souvent liés davantage à l'intuition qu'à une réflexion trop poussée ou très poussée. Si le cerveau n'est pas en accord avec les tripes, en général, ça ne marche pas. Et en revanche, j'ai eu des exemples où j'ai plutôt suivi une analyse très rigoureuse et avec les plus, les moins et tout ce qui va avec. Et sans que l'intuition suive, sans que les tripes suivent. Et en général, les tripes avaient raison. Donc, voilà. Et Maxime, qu'est-ce que tu fais dans une école de gestion où on vous apprend des hard skills qui sont justement pour pas se laisser embarquer Oui, effectivement. Bah, du coup, moi, ma vision est un petit peu différente et peut-être des fois un peu inverse aussi, dans le sens où moi, du coup, de par ce que je fais notamment à la junior entreprise, je suis un peu de l'autre côté. Mais pour donner une anecdote, et du coup, c'est en lien parce que justement, on a eu la chance cette année, dans la période actuelle. Disons qu'il y a une entreprise de l'aéronautique toulousaine qui a osé faire appel à des étudiants dans cette période qui est assez compliquée. Ils ont fait appel à nous pour comment dire, revoir un peu leur façon d'innover et leur façon de réfléchir. Et ils ont osé passer justement par des étudiants qui ont peut-être une vision un peu différente de ce qui se passe en général dans l'entreprise. Et c'est vrai que nous, de ce point de vue-là, peut-être que de façon logique, la première approche pour retravailler la réflexion et l'innovation au sein d'une grosse entreprise, ça n'aurait pas été forcément de se tourner vers des étudiants ou de travailler avec des étudiants. Mais au final, on a travaillé pendant plus de 4 mois en coopération avec cette entreprise et on a réussi à trouver des pistes de réflexion sur comment mieux innover, comment aller plus loin et comment revoir un petit peu les fondamentaux parfois du processus d'innovation d'une entreprise. Et du coup, c'était un peu l'expérience inverse parce on a aidé quelqu'un à oser et à aller plus loin. Mais du coup, c'est une expérience qu'on retrouve aussi dans notre expérience d'étudiant et de junior entrepreneur, si je peux dire. Merci. Vous avez vu, Jean-Christophe, il est sympa, il vous a mis une photo qui est complètement raccord. Et alors ça, c'était pas prévu, hein. C'était vraiment complètement raccord avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein, qu'il ne faut pas rester trop longtemps au bout du plongeoir. Il faut plonger parce que l'inaction génère du stress. Tu as peut-être quelque chose à dire sur ça. Je peux dire un mot, Jacques, si tu veux. Bien sûr, vas-y. Comme ça, un mot un peu décalé. On parle d'oser, là. Dans ma vie, j'ai fait pas mal de choses professionnellement, mais rien n'a représenté le même effort que le jour où j'ai dû sauter en parachute. Tu vois, voilà, c'était juste pour dire ça. Sauter en parachute a été pour moi une façon d'oser avec une intensité telle que j'ai jamais rien trouvé d'équivalent dans mon expérience professionnelle. Alors, Jean-Christophe, est-ce que le plongeoir… Oui. Alors, justement, tiens, Jean-François, ça fait le lien avec un truc. Moi, je trouve qu'il y a une force, en fait, énorme dans le fait d'oser. Je vais me permettre un parallèle. C'est presque de l'ordre de la libido, de l'énergie sexuelle, en fait, cette affaire-là. Parce que si… oui, Jacques, ne t'inquiète pas, je vais m'arrêter là. Si on réfléchit, on n'y va pas. Mais en tout cas, on y va parce qu'il y a quelque chose de plus fort que nous.
en fait, qui nous pousse en avant. C'est un petit peu comme ton histoire, en fait, de sauter de l'avion. C'est un truc de fou, ça. Tu le dis toi-même, finalement, j'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi fort. Et puis, Martine, elle nous a dit tout à l'heure, ah, si j'y avais pensé, si on avait pesé le pour et le contre, ben, on n'y serait pas allé. C'est un peu la même chose lorsque, en fait, j'ai demandé à mon épouse, ma future épouse, de l'inviter à danser un soir dans une boîte. J'aurais réfléchi, j'y serais pas allé. Enfin, voilà, je sais pas si, mais c'est ma petite contribution. Là, le côté, la libido, en fait, le côté énergie qu'il y a dans tout ça et qui fait qu'on y va. C'est une pulsion. En tout cas, il y a de la passion. S'il n'y a pas de passion, il vaut mieux pas y aller. Hein. Ouais, c'est ce qui a été dit. C'est vrai que l'envie, l'enthousiasme, le rêve, l'intuition, c'est des choses qui sont en marge de ce qu'on apprend effectivement de l'autre côté du cerveau. Mais après, il faut savoir quel côté on laisse prendre le pas. Alors, je vais revenir sur Frédéric parce que bon, il a dit que il fallait oser, il fallait prendre des risques, hein, il fallait suivre des intuitions et que des fois, ok, mais enfin, quand il faut mettre des sous dans une boîte qui a fabriqué 2 avions et que c'est pas la monnaie qu'on a au fond de la poche, je suppose, les parents que vous aviez dans le GIE. Donc, comment on fait pour embarquer les autres dans un projet qui vous inspire, qui vous enthousiasme, qui vous fait rêver à vous, mais comment on fait pour le faire passer aux autres? Puis les autres, c'est des cercles concentriques. C'est la famille quand il faut partir avec le mari et les enfants. C'est le docteur en biologie animale quand il faut monter l'entreprise. C'est les autres élèves quand on est dans une junior entreprise. Voilà, là pour toi, c'est des actionnaire, c'est des salariés. Donc la question, c'est comment on fait pour embarquer les autres dans son rêve à soi? Ce qui est important, c'est d'abord de bien définir l'objectif et de le faire partager. Et on a parlé des salariés notamment. Ce qui m'a frappé quand j'ai rejoint Inter, c'est, je vous ai parlé d'une aventure d'ailleurs, et je vais quand même là aussi mettre un peu de modestie dans tout ça, mais moi, je n'ai pas participé directement. Je suis arrivé juste après. Je suis arrivé quand ça allait mieux. Et donc, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est l'esprit de corps, l'esprit de famille, je ne sais pas comment dire ça, qui existait, euh, avec des côtés positifs et des côtés négatifs, puisque le positif, c'est toujours d'ailleurs un engagement remarquable, et c'est quelque chose sur quoi on s'appuie aujourd'hui beaucoup pour surmonter la crise dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein. Mais il y a aussi des aspects plus frustrants qui consistent à être un peu parfois dans le conservatisme. On s'en est sorti en travaillant comme ça, donc pourquoi on changerait aujourd'hui? Ça fait aussi partie du paysage. Mais voilà, c'est quelque chose de très important. Et donc, ce fait de partager un objectif commun, de se sentir appartenir à une communauté, c'est quelque chose de très fort qui m'a marqué dans cette entreprise. Et par rapport aux actionnaires, il y a c'est un peu la même problématique, hein, c'est de vraiment définir l'objectif, de le faire partager. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait plus de la moitié du chemin. Donc voilà, et peut-être aussi le fait d'en appeler justement au courage davantage qu'à la prudence et à la vision stratégique plutôt qu'à la vision tactique. Donc voilà, ça me paraît des ingrédients et par rapport au personnel, forcément l'émotionnel est très important aussi. Et je pense qu'il faut notamment dans les périodes difficiles, au-delà de dire les choses, montrer qu'on est tous, on fait tous partie d'une unité je vais pas dire d'intérêt, c'est peut-être mal exprimé, mais qu'on est tous logés à la même enseigne d'une certaine manière et faire partager les efforts de la même manière qu'on partage les succès.
Quelqu'un sur le sujet là? Comment on fait pour embarquer sa famille, ses enfants, sur un projet qui est celui de papa et maman? Bah, déjà, c'était suivre papa et maman, c'était déjà ça, c'est beaucoup. Parce que si ça avait été que le projet de maman, ça aurait peut-être été un peu plus difficile. Je pense qu'on ne peut pas convaincre les gens avec la tête, les gens, on les convainc avec les tripes. L'erreur qu'on aurait pu faire, ça aurait été d'essayer de convaincre. Parce que quand on essaie de convaincre, en fait, il y a une force qui s'exerce vis-à-vis de l'autre. Et souvent, la réponse de l'autre, c'est l'opposition. Et l'opposition est d'autant plus forte que la force de conviction est plus importante. C'est exactement ce qu'a dit Frédéric, enfin, sur notre plus petite échelle, c'est partager, c'est l'aventure. Voilà, la Thaïlande, ce n'était pas une contrainte, c'était une aventure. Donc, c'est vraiment faire partager le rêve, l'enthousiasme, les doutes aussi, hein, mine de rien. Mais la confiance aussi, je crois qu'on avait profondément en nous la confiance dans notre potentiel, dans ce qu'on pouvait faire. Voilà, on s'était dit, bon, bah, on trouvera toujours en nous le potentiel de nous débrouiller à l'autre bout de la terre, voilà, comme on l'a toujours fait ici. Et puis après, ben, la conviction est venue au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, certains de nos proches, de nos enfants, en fait, étaient convaincus, d'autres beaucoup moins. On nous a pas mal traités de fous quand même. Mais voilà, au fur et à mesure de l'aventure, tout le monde a été, tout le monde a été embarqué. C'était pas forcément gagné d'avance, mais je pense que quand la passion est là, quand on la partage, même s'il y a des fois où c'était difficile, on en parle et voilà, c'est la façon dont la famille a été embarquée, tellement embarquée d'ailleurs que notre aîné était en école d'ingénieur, troisième année sur la Corée du Sud et qu'il a pris une année off pour nous rejoindre parce qu'il regrettait de ne pas faire partie de l'aventure familiale bancotienne. Tu dis, Maxime, comment on embarque les autres? Mais moi, alors nous, nous étions vraiment très, très convaincus, pardon Maxime, j'ai pris la parole. Nous étions hyper convaincus, par contre, nous, les banques l'étaient un peu moins. Enfin, l'étaient un peu moins, trouvaient ça super comme idée, mais il y avait toujours des mais en fait. Le souci, c'est que le banquier classique avait besoin de données de marché, savoir si le marché était mature. Et donc, concrètement, nous, on avait une vraie conviction, mais peu de données, car c'est un marché nouveau. Donc, en Asie, consomme des insectes dans la rue, sur des marchés. C'est aussi souvent et beaucoup des produits pour les touristes. Mais bon, voilà, il y a une consommation malgré tout. Mais en Occident, voilà, comme je vous le disais au début, c'était culturellement pas naturel. Donc, heureusement, on s'est tourné vers d'autres solutions parce qu'on avait quand même une activité qui était très consommatrice de cash en main-d'œuvre, en R&D, en investissement de matériel, en machines, etc. Donc, on a réussi par conviction et en réussissant à convaincre quand même des gens, des investisseurs. Donc, on a réussi à continuer l'aventure avec tout d'abord WeSeed, qui était la plus connue des plateformes de financement participatif qui est toulousaine, et grâce à des business angels qui étaient aussi convaincus que nous. Maxime, je vais coup, rajouter moi, une question et puis tu la mets dans ta réponse si tu veux ou si tu peux. Tout à l'heure, on a dit que quand on essayait de convaincre, en face, on a une résistance qui est proportionnelle. Est-ce que aussi le fait d'être surenthousiaste, ça ne peut pas être répulsif comme de l'aveuglement, en fait? On peut se dire, ok, ils ont envie d'y aller, mais ils ne voient pas la réalité. Je comprends tout à fait. Je vais juste avant rebondir sur ce qui a été dit. Et après, du coup, ça me permettra de répondre à ces questions. Mais sur ce qui a été dit, c'est que il y a besoin pour avancer, etc., d'avoir des objectifs et des objectifs. Et au fil de la discussion, on s'est rendu compte que le mieux, c'était d'avoir justement des objectifs avec du sens derrière, avec des valeurs. Et nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti dans notre fonctionnement. Notre junior entreprise, ça fait 42 ans qu'elle existe. Du coup, c'est des étudiants qui, chaque année, se succèdent et prennent la place les uns après les autres. On reste qu'un an dans la structure.
Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que petit à petit, nos objectifs qui étaient à l'origine chiffrés et qui étaient vraiment sur de l'opérationnel pur, se sont un peu transformés sur des objectifs avec des valeurs derrière. Je vous parlais tout à l'heure de RSE et d'objectifs RSE, d'accompagnement auprès des commerçants, d'essayer de donner du sens et enfin, vraiment apporter quelque chose à notre environnement. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé de plus en plus. Et dans ça, je me retrouve un peu dans toutes les expériences qui ont été données avant ou quand on a des personnes autour de nous qui sont convaincus et qui ont envie d'aller dans le même sens que nous, c'est beaucoup plus simple. Et nous, à notre échelle, ça se retrouve par le sens que notre école donne à ses ambitions, le sens que nos clients donnent à leurs ambitions. Et du coup, c'était vraiment intéressant de retrouver cette notion. Et pour la partie force de conviction, évidemment, parfois quand on est étudiant, on est un peu dans le feu de la conviction, le feu de l'envie, avoir envie de tout donner et de tout faire rapidement parce qu'on a plein de projets, plein d'idées en tête. Et des fois, c'est un peu difficile justement de doser ça, on va dire. Mais finalement, on se rend compte que quand on accompagne les gens et quand on a de bonnes valeurs à transmettre, finalement, ça s'équilibre. Et typiquement, pour revenir sur l'accompagnement des commerçants, nous, aujourd'hui, on a une idée en tête, c'est accompagner les personnes dans la digitalisation parce qu'on est convaincu que c'est quelque chose qui peut leur apporter. Mais au final, on se retrouve face à des commerçants qui, eux, ont besoin de ce contact en réel, de cette spontanéité du commerçant qui va être dans sa boutique, qui va avoir le contact avec les clients, etc. Et du coup, ça nous permet aussi, nous, de nous rendre compte que finalement, l'idéal du commerce, du digital, etc., c'est pas vraiment la réalité et on est confronté à ça. Et au final, on tend vers un accompagnement qui est complètement différent. Et c'est hyper intéressant justement de se rendre compte que cette conviction qu'on avait de vouloir aider les gens, c'est pas forcément exactement en adéquation avec ce que voulaient vraiment les gens et ce dont avaient vraiment besoin les gens. Et ça nous a permis de réfléchir, de modifier un peu notre vision. Et aujourd'hui, du coup, notre accompagnement vers ces personnes-là est un peu différent. On a réajusté ça et on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus pertinent et de beaucoup plus cohérent avec les personnes qu'on accompagne et nos clients en général. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. En osant avec une forte force de conviction vers quelque chose qui était peut-être pas juste, on a quand même réussi à se rediriger et à trouver un sens intéressant pour nous. Donc voilà. Il est très humble, hein, Maxime, parce que ce qu'il décrit comme étant une petite structure, c'est quand même une sacrée structure. Moi, je la vois fonctionner depuis un petit moment. En termes de chiffre d'affaires, je ne sais pas s'il voudra le dire ou pas, mais c'est quelque chose qui tourne plutôt bien et qui est une jolie façon de contribuer au financement des études de ses étudiants. Vraiment, ça, c'est un vrai complément. Et puis là, quand je le regarde et je l'écoute parler, je pense qu'il y a, peut-être qu'on traitera le sujet un jour, mais il y a matière à vraiment réfléchir pour des entreprises, parce que c'est très particulier une junior entreprise. C'est une vraie entreprise, mais où on change tout le monde tous les ans. Il n'y a plus les mêmes employés, il n'y a plus le même patron, il n'y a plus le même comité de direction, il n'y a plus... Voilà. La seule chose qui reste, c'est, entre guillemets, l'actionnaire, je ne sais pas s'il faudrait l'appeler comme ça, qui est TBS, qui croit dans le truc et qui dit, allez-y les petits, mais vous ne plantez pas sur les budgets, et il faut que ce soit rentable votre bazar, contributif et que ça vous apporte. Donc là, il y a peut-être des jolis modèles à réfléchir. Jean-François, Jean-Christophe, sur tout ça, vous avez vu, ils embarquent avec leur enthousiasme. Si je devais répondre à ta question comme ça, brûle pour point, qu'est-ce qui est capable d'entraîner à la lumière de... J'ai vu de nombreuses entreprises en tant que consultant, il y a une chose qui me frappe, c'est que c'est la clarté dans les objectifs de l'entreprise. Et c'est finalement très, très rare, une entreprise qui a des objectifs clairs. C'est d'une très grande rareté. En règle générale, on se contente de continuer à faire ce que plusieurs générations auparavant, on avait ressenti comme un objet social. On se contente d'aller dans les directions qui nous sont prescrites par les marchés financiers pour des raisons diverses.
Mais finalement, avoir une vision claire, avoir un objectif clair, c'est très rare. Alors ça, déjà, pour l'exprimer vis-à-vis de l'extérieur, ça fédère beaucoup par contre. Et à l'intérieur de l'entreprise, pour le faire marcher, c'est le dialogue social. Dans un monde qui bouge de plus en plus vite, trouver le moyen de faire en sorte d'avoir des vrais échanges et des réactions et des adaptations, il n'y a rien de mieux pour fédérer les gens, parce qu'autrement, à force de se trouver secoué, il y a plein de monde qui se retrouve dans des placards ou dans les fossés très rapidement et on a de la perte en ligne de façon importante. Donc, vision claire et dialogue social, c'est à mon avis deux choses importantes pour fédérer. Tu vois, je crois que tu viens de répondre à la question de Corinne qu'elle a posée dans le chat. C'est le sens à mettre en avant, l'objectif clair, le dialogue. Puis je rajouterais peut-être le fait, et Jean-Christophe, peut-être que tu peux réagir sur ça, le fait d'être aligné avec ces objectifs-là. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui présentent des objectifs, mais on se demande si c'est vraiment crédible parce que on ne sent pas la personnalité alignée avec, on ne sent pas la structure, on ne sent pas l'histoire de la structure alignée avec. Donc Christophe, un commentaire peut-être? Ouais, moi, il y a deux choses qui me frappent. Deux points. Il y a quelque chose qui est de l'ordre en fait des phéromones, plus que de la logique. Hein, c'est ce que je reprends et ce que j'entends dans les discours des uns et des autres. Hein. Il y a le mot trip qui a été prononcé à plusieurs reprises. Et puis je me dis que pour passer des costumes de diplôme au grillon grillé, ça se passe ici, quoi. Hein. On revient dans cette idée de pulsion. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans cette idée d'audace, c'est on va aussi aller chercher et cultiver des valeurs profondes. Alors peut-être que ça a un lien avec cette idée d'alignement, parce que quand on fait des grandes choses, quand on fait des choses difficiles, on va susciter du courage. J'ai entendu le mot courage à un moment donné, j'ai entendu fierté. On va susciter de la solidarité, on va susciter de la confiance. Et je pense que de ce point de vue, oser, audace, c'est une mine, en fait, pour aller justement essayer de lier faire de la cohésion d'équipe et de lier les gens les uns et les autres, et de créer aussi peut-être à l'échelle Frédéric nous le dira, peut-être à l'échelle de grandes entreprises comme ATR, des mythes fondateurs. Vous voyez, l'audace, à un moment donné, ça va générer un mythe, et ce mythe, il va perdurer, en fait, au-delà même des années et des personnes qui vont succéder. Frédéric, le mythe des Oui, chefs. c'est une très belle, très belle comparaison. À l'échelle d'ATR, effectivement, la période dont j'ai parlé, ça relève un peu du mythe fondateur, de la légende. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est quelque chose à quoi on se réfère assez souvent. Et je pense que c'est sûrement plus facile dans des situations de crise telles que celles que j'ai décrites ou telles que celles qu'on a aujourd'hui d'ailleurs, de créer de la cohésion parce que les choses deviennent beaucoup plus nettes dans ces périodes-là. L'enjeu, c'est aussi à la fois de concilier l'aspect irrationnel de ces mythes fondateurs de la réponse urgente à une crise, avec le fait de garder une organisation, parce que pour une grande entreprise, c'est quand même important. On peut pas non plus vivre dans l'improvisation totale. Donc, concilier cette flexibilité avec une organisation qui reste rigoureuse, c'est un compromis qu'il faut arriver à trouver. C'est peut-être moins vrai pour de plus petites entreprises, mais voilà, je pense qu'il y a cet équilibre à trouver entre le pérenne qui exige une certaine organisation et la réponse à des situations d'urgence qui, elle, va requérir davantage de recours à l'émotionnel. Alors, il nous reste 7 minutes et
j'ai 2 questions moi, à vous poser encore dans ces 7 minutes. Mais je ne voudrais pas que l'une des deux plombe l'ambiance. Alors, je vais la poser de suite, et comme ça, il y en aura une autre derrière. Comment on fait pour décider que, malgré l'enthousiasme, les tripes, le sens, tout ce qu'on s'est dit là, qui est superbe, hein, ça motive, comment on fait pour décider de s'arrêter? On dit, ça suffit. Et puis, alors, je ne sais pas si les uns ou les autres, vous l'avez vécu, peut-être Frédéric, quand il est parti dans sa start-up qui a levé quelques milliards, c'est pas mal pour une start-up. Comment on fait pour décider d'arrêter? Et qu'est-ce que ça a comme conséquence perso ou collective quand on dit, bon, ben, stop? Une question pas évidente, et c'est une bonne question. Donc, pour décider d'arrêter, on refait l'exercice dont je parlais tout à l'heure, qui est de peser alors les aspects rationnels d'un sujet et les aspects moins rationnels. Je ne sais pas si, je sais pas si ça peut se peser d'ailleurs, les aspects irrationnels, mais donc on essaie d'écouter l'ensemble du sujet ou des composantes du sujet. Et pour parler, on va revenir à l'exemple de la start-up, ça me permettra d'illustrer le propos. Donc j'ai passé 5 ans dans cette entreprise. Ça a été une des périodes les plus intéressantes de ma carrière professionnelle. Je pense que en plus c'était en début de carrière, donc j'ai appris d'une manière beaucoup plus rapide que ce que j'aurais pu faire, je pense, en restant là où j'étais auparavant. C'est-à-dire chez Aérospatiale, donc voilà, le prédécesseur d'Airbus, l'entreprise bien structurée, bien traditionnelle, bien institutionnelle. Donc ça a été passionnant au niveau humain aussi, c'était complètement spécial, je dirais, avec un fondateur qui était une personne extraordinaire. Je vais citer son nom, il s'appelle Noah Samara, c'était un Éthiopien d'origine. Et des collègues qui étaient de toute provenance. Donc, c'était passionnant tous les jours. Pourquoi j'ai arrêté? Là, c'est davantage l'autre partie du cerveau qui a été sollicitée. Avec 3 refinancements, même après avoir levé 2 milliards. Donc, voilà, des questions aussi par rapport à la vie de famille, parce que ça a coïncidé avec l'arrivée de ma fille. Et j'étais très absorbé par le travail que j'avais à l'époque. J'étais en déplacement toutes les semaines, j'étais en déplacement 2-3 jours par semaine au moins. Donc voilà, on a aussi une réflexion sur l'équilibre de vie. Et je vais être très franc, une petite déprime après avoir pris la décision aussi. C'est ma question. Comment on fait derrière, à titre perso? Il y avait ce boulot. Oui, parce que je suis rentré chez Airbus, au service juridique d'Airbus, parce que le métier de juriste, c'est mon métier de base. Oui, un environnement qui était passionnant, mais beaucoup plus structuré, qui laissait moins de place à l'épanouissement personnel. Donc ça n'a pas été une décision facile, ni à prendre, ni à assumer après. Mais au final, évidemment pas de regrets, parce qu'il ne faut jamais avoir de regrets, ça ne sert pas à grand chose. Mais ouais, enfin de super souvenirs et aussi après de très bons souvenirs chez Airbus. Donc il y a effectivement un deuil à faire après ce genre de décision, c'est clair. Merci. Frédéric. Et Jacques, tu demandes comment on fait pour s'arrêter, mais on ne s'arrête pas, on démarre autre chose. Oui, tout à fait. Exactement. C'est comme le vélo, déséquilibre permanent. C'est comme ça que ça avance. Merci pour cet apport, Frédéric. On sent que c'est vraiment sincère derrière.
On est au bout, donc sauf si quelqu'un veut réagir sur cette dernière question, sachant que les autres, Martine, Julie, Maxime, vous êtes en plein dedans, quoi. Il ne s'agit pas de s'arrêter, je suppose. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le sondage et puis ça va nous ramener sur un certain nombre de choses. Alors, je vous partage les résultats. Vous avez vu, il y a des questions, il y a des gens qui l'ont dit, qu'il fallait souffler un peu pour répondre à certaines questions. Dans la situation actuelle, quelle suite donneriez-vous à une proposition d'emploi dans une autre entreprise ? 79 plus 5, ça fait 84, qui envisagent de dire oui, soit sans hésiter, soit en fonction de l'opportunité. Oser fait partie de la culture des entreprises industrielles françaises. Alors, je pensais qu'il y aurait moins de oui que ça. Oui, 53, non, 26. L'État aide les entreprises à oser. Oui, 53, non, 16, avec un volet de gens qui ne se prononcent pas, effectivement. Question sur est-ce qu'il faut oser dire la vérité dans le domaine de l'entreprise ? Vous voyez que majoritairement, 79%, vous dites oui. Et plutôt non, c'est 21%. Cette question est trouvée aussi porteuse de sens. Est-ce que la génération des 15-20 osera plus que celle des 35-45 ? Clairement, oui. Toulouse est une ville où l'on ose plus que dans les métropoles françaises. On avait mis un certain nombre de métropoles pour à peu près calibrer. Donc là, alors, il y a beaucoup de gens qui ne se prononcent pas, soit parce qu'ils ne sont pas à Toulouse depuis longtemps, soit parce qu'ils n'ont pas forcément la perception de ça. 16% pour oui et 26% pour non. Ça m'interpelle, ça mériterait d'être creusé. Tu sais que, Jacques, l'anagramme de oser, c'est rose. Hein, c'est rose, La ville rose. Oui, oui. Si vous voulez, Jean-Christophe a quelques anagrammes comme ça sous le coude qu'il nous a distillés dans les préparations. Effectivement, on voit que la ville rose, ce n'est pas celle qui ose le plus. L'autre question est intéressante aussi. Faut-il oser à l'international ? Je pense que on a voulu la poser parce qu'avec ce qui se passe sur tout ce qu'on dit sur les relocalisations, etc., c'est intéressant de voir qu'il y a 84% des gens qui sont ouverts à l'international. Faut-il oser dans l'aéronautique ? Alors celle-là, elle est pour Frédéric. 53%, oui. Donc, à toi le chantier de convaincre les autres, 16 qui sont plutôt non. Mais je crois qu'avec les projets que vous avez chez ATR, dont on a commencé à parler, ça devrait amener de la conviction chez les réticents. Oseriez-vous faire confiance à un petit jeune encore à l'école pour des études et du conseil ? Celle-là, elle était pour Maxime. Donc, tu vois, il y a une majorité de gens qui font confiance aux petits jeunes. Donc, c'est les exemples que tu as donnés aussi tout à l'heure. Et puis, la dernière, puisque c'est l'heure de l'apéro, est-ce que vous oseriez manger des insectes ? Et Julie, c'est pas mal quand même, hein, 68%. On aurait pu poser la question, qui a déjà mangé des insectes ? Voilà, donc effectivement, on voit que le fait d'oser, c'est ancré finalement, dans la conviction qu'on peut apporter, je pense, les uns et les autres. Merci beaucoup. C'est toujours trop rapide. Ça a été un chouette moment. Et en particulier, merci à vous quatre là, qui avez osé témoigner avec vos tripes, avec vos projets. C'est vraiment chouette. On se retrouve de l'autre côté de l'année, le mois prochain. Donc, ce sera le 6 janvier, avec un sujet qui est finalement pas si loin que ce qu'on s'est dit là. C'est innover frugal. Aujourd'hui, on a moins de ressources, on a moins de temps, on a moins de budget. Voilà. Est-ce que finalement, il n'y a pas des choses à aller regarder du côté du frugal quand il faut innover, même si ça peut sembler un peu bizarre. Donc, ce sera le thème.
le 6 janvier à 19 h de nouveau. Grand merci à vous tous et puis Merci. à bientôt. Merci à Bonne tous. Au soirée. revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Caroline.